Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Nation Tactical, vidéo du jour AR15 VCD15. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, merci à tous de vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui va apparaître donc ici devant vous. Donc par contre, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, vous êtes 67%, je dis bien 67%, à regarder quotidiennement la chaîne sans vous être abonné. L'abonnement, c'est gratuit, ça ne vous engage strictement à rien sur le plan financier. Ça aide la chaîne, donc pour pouvoir avoir du contenu qualitatif et du contenu qui puisse progresser dans le temps, essayez dans la mesure du possible de vous abonner, ça ne mange pas le pain, ça aide la chaîne, ça nous valorise notre travail pour toute l'équipe. Donc c'est le petit message que je voulais vous passer au niveau de la chaîne AR15 Nation Tactical par rapport à l'équipe qui travaille avec moi. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo de, comment dirais-je, légère sur le VCD15. Pourquoi? Parce que je vais l'étudier. Je l'avais déjà étudié il y a quelques temps, mais c'est une vidéo que je devais faire depuis pas mal de temps. Mais là, on va vraiment parler des petites choses qui fâchent sur le VCD15. Donc, AR15, VCD15, la vidéo du jour. Donc, il est ici devant vous. Nous sommes sur une norme OTAN, on est en 14.5. Vous voyez ici la norme OTAN sur l'ANL CR223 qui n'est pas une norme OTAN parce que c'est leur propre fabrication au niveau du boîtier, ça leur est propre au niveau de la marque, donc on n'est pas sur une norme OTAN, on n'est pas sur du mid-spec à 100%. Ça reste une arme qui est dans la Bundeswehr, donc c'est quand même à signaler. Donc voilà, là on est sur une arme typiquement faite pour un usage militaire mais en version civile. Donc c'est exactement le même mais en version civile, en semi-automatique comme vous le savez tous. Sur le vernis caron, nous sommes sur une arme complètement mid-spec OTAN. Donc déjà, c'est un très bon point. Ça veut dire quoi? Pour rappel, donc là, je me réfère aux gens qui ne savent pas, vous pouvez interchanger n'importe quelle pièce avec un autre AR15 mid-spec aux normes OTAN. Ça fait partie du cahier des charges pour l'armement au niveau militaire. Ce qu'il y a d'intéressant sur cette arme, c'est qu'on peut changer tout ce qu'on veut dessus. Maintenant, d'origine, une petite chose qui me choque. On va commencer par le garde-main. Donc le garde-main, il est relativement fin. Donc c'est un garde-main qui peut se prendre des coups en 2 minutes. Donc il n'est pas vraiment costaud par rapport à l'ANL. Quand je vois la différence au niveau de l'épaisseur, quand je vois la différence au niveau de la qualité, il n'y a pas photo. Premier point, pareil avec le Schmeiser, j'ai comparé les deux. Autre point essentiel, c'est qu'au niveau de la ventilation, donc au niveau de du refroidissement, le garde-main est vachement près du canon. Beaucoup trop près à mon goût. Donc pour avoir une arme qualitative, la première chose qui est à regarder sur un AR15 ou sur un AK-47, quand vous changez les garde-mains, c'est l'écartement qu'il puisse y avoir entre le canon et le garde-main. Plus le garde-main va être éloigné du canon, plus ce sera amélioré par rapport au refroidissement et tout ce qui va avec. Et notamment la chauffe du garde-main, parce qu'il ne faut pas oublier que sur des tirs intensifs, un garde-main, ça chauffe. Donc vous brûlez forcément les mains à un moment donné. Donc je pars sur du tir vraiment intensif, attention, hein. Comprenons-nous bien. Ça, c'est le premier point qui me choque. Donc la différence sur la ANL, la différence sur le VCD15, on la voit de suite par rapport à la qualité au niveau du garde-main. Ensuite, ce qui concerne la Cerakote. La Cerakote, j'ai pas compris là. La Cerakote, donc je me réfère à son propriétaire qui m'a fait un compte-rendu général depuis le temps qu'il l'utilise. La Cerakote, elle vaut rien du tout. Je reprends ces termes. En fait, le moindre choc l'a fait sauter. J'ai eu des chocs sur mon ANL, parce qu'il en avait pris plein la figure pendant un moment. J'ai eu des chocs sur mon Schmeiser S4F. J'ai rien eu. Donc quand je parle de choc, attention, je me comprends, je ne l'ai pas pris et je ne l'ai pas claqué dans un mur non plus. J'ai pas eu de souci. La Cerakote, elle a tenu. Pas de problème. Là, le simple fait de l'avoir mis dans son armoire sans chaussettes de protection, ça a légèrement frotté. Légèrement, il m'a bien spécifié. Après, j'étais pas là pour voir. Mais quand j'ai constaté la petite griffe qu'il y avait, enfin les plusieurs griffes qu'il y a eu, c'est un peu du beurre, quoi. C'est vachement tendre. Donc parce que ça a fait quand même un ion, quoi. Donc à un moment donné, ça m'est déjà arrivé de forcer sur mes armes au niveau de mon coffre, comme ça vous avez certainement dû arriver. J'ai eu 0 problème avec les miens, donc il y a un souci. Donc pour moi le garde-main, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Nous avons du matériel Fab Défense qui est dessus. Là c'est pareil, j'ai pas vraiment compris. Donc si c'est une arme française, on reste sur du français, à la base en général. Donc que les gens changent le matériel qui est dessus, donc crosse poignée, et j'en passe, etc., etc., levier d'armement. Là, oui, bien sûr, évidemment, ça va de soi. Mais bon, va vendre une arme avec du Fab Défense, J'ai rien contre Fab Défense parce que c'est que j'aime bien, soit quoi que c'est du matériel un peu lourd quand même,
Il y a un défaut, c'est que c'est relativement lourd, c'est costaud, mais c'est lourd. Après, c'est quand même brut comme matériel. Hein, je parle sur le design, on est quand même sur du matériel vachement brut. Je préfère du Magpul ou du CA Tactical à la limite. Quoi qu'on est à peu près dans la même cour, mais CA Tactical, c'est un petit peu plus fin. Bref, ça c'était pour vous expliquer un petit peu les nuances entre certains fabricants. Au niveau des accessoires, vous pouvez adapter dessus. Donc là, on est sur du Fab Défense. Déjà, ça me plaît moyen par rapport à une arme française. Donc bon, on aurait dû rester typiquement français. C'est déjà ça qui m'a un petit peu chagriné. Ensuite, pour ce qui concerne le rail Picatinny qui est dessus, donc même topo par rapport au garde-main, il est relativement fragile. Ça, c'est encore un point à souligner. Maintenant, il y a des gens qui ont eu des Arri 15 que j'ai contactés, des VCD 15, vers les 40, qui ont eu des problèmes d'éjection, d'extraction et de percussion. Donc là, sur une arme comme ça, je trouve pas ça normal. Donc là, il y a un souci quelque part. D'après mes sources, je dis bien d'après mes sources, certains modèles en début de fabrication ont été relativement soignés pour qu'ils puissent être présentés. Je dis bien d'après mes sources. Ensuite, sont arrivés les modèles de fabrication pour le public. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été fait, je ne vais pas dire à l'arrache, mais ils se sont fait déborder, d'après ce que j'ai pu comprendre, etc. Donc, ça a été fait, on va dire, un petit peu à la va-vite, si j'ai bien compris les choses. Ce qui en résulte les problèmes que l'on peut trouver à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, je trouve ça vraiment dommage, ça m'a relativement déçu, parce que j'ai vraiment essayé moi-même de trouver des qualités, comment dirais-je, qui peuvent vraiment faire en sorte qu'ils puissent se démarquer en tant qu'arme française. Mais là, le garde-main, des problèmes d'extraction, des problèmes de percussion, des problèmes d'éjection. Donc déjà là, il y a un souci avec la tête de culasse, donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc là, il y a un problème. Maintenant, je ne crache pas dessus, mais je pense que Vernet-Caron devrait peut-être se sortir les doigts, comme on dit chez nous, et essayer de résoudre ces problèmes-là et de sortir une autre arme, un numéro 2 par exemple, ou un phase 2, de façon à ce que les problèmes soient complètement résolus. Donc, et ce n'est pas, comment dirais-je, des problèmes qui ont été ciblés sur une personne. C'est des problèmes qui ont été ciblés sur plusieurs personnes. Donc, il y a vraiment un souci quelque part. Donc, c'est vraiment dommage. Et j'aime pas parler comme ça d'une arme. Ça me fend le cœur parce que c'est une arme française. Mais ça a été, pour moi, pas très bien fait, quoi. Et puis, alors là, Fab Défense, bon, excusez-moi, Vernet-Caron, vous auriez pu trouver vraiment autre chose, quoi. Je sais pas, une fabrication française, fabriquez vos crosses dans ces cas-là. Je sais pas. Mais bon, je comprends pas ça. C'est pas grave. Bon, ça, c'est encore autre chose. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante. Cette arme a été faite dans un esprit mi-spec, mais dans un esprit de tir sportif. Explication. Nous sommes sur un pas de 1.7. Ce qui signifie que vous pouvez tirer, bien évidemment, de prédilection, puisque c'est un canon de 1.7, du 77 grains, 62 grains, et aussi du 55. J'ai déjà fait l'expérience avec les 3 poids différents de munitions sur un 1.7. Ça passe sans aucun problème. Alors, surtout le 77 et le 62, c'est que du bonheur, puisqu'en fait, ce sont des munitions spécifiquement faites pour des canons de 1.7. Vous avez un canon Walter Lothar, donc ça c'est très intéressant, c'est le même que sur le Schmeisser. Là, c'est le point fort de cette arme. Ça, je tiens vraiment à le spécifier et à le préciser. Donc nous avons quand même un canon qualitatif. Qu'est-ce qu'on va regarder sur un AR-15 ou sur un fusil d'assaut? La première chose qu'on va regarder, c'est la canonnerie. Si vous n'avez pas un bon canon, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut derrière. Déjà, 1, au niveau de la longévité de l'arme, 2, au niveau de la précision, 3, au niveau de la dissipation de la chaleur, etc., etc., au niveau de la chauffe et au niveau de la précision. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Ensuite, il y a le boîtier qui est à regarder. Les choses principales, canon, boîtier. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, ils fabriquent leurs propres AR-15. Maintenant, est-ce que c'est une arme qui vaut le coup? Sincèrement, je ne mettrais pas 1800 € dedans. À contre-cœur. Je dis bien à contre-cœur. Moi, je suis plutôt quelqu'un, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça prenne 500 munitions en même pas 20 minutes, quoi. Donc, il faut que ça fonctionne. C'est fait pour ça. C'est quand même une arme d'assaut. C'est fait pour encaisser. Il devrait y avoir zéro problème. Les problèmes qu'il puisse y avoir, à la base, sont en général dus à un encrassement excessif, à un manque d'entretien, à des terrains très accidentés. Donc, on est sur de l'extrême. Sur des munitions de mauvaise qualité, par exemple, ou sur des munitions rechargées qui ne puissent pas fonctionner forcément avec l'arme avec laquelle on les tire. Donc, voilà pour moi un petit peu les incidents que vous pouvez avoir. Donc maintenant, avoir des incidents de tir avec de la Norma, de la Geco, il y a problème. Ça m'est jamais arrivé sur un de mes AR-15. Jamais j'ai eu un problème d'éjection. Jamais je n'ai eu un problème d'extraction. Petite parenthèse à ce niveau.
Beaucoup de gens font, je ne vais pas dire que c'est une erreur, parce que ce n'est pas une erreur, mais ne savent pas une chose. Quand vous mettez une cartouche de manipulation dans une arme à feu, telle qu'elle soit, que vous la stockez avec la cartouche de manipulation, que vous tirez pour remettre le marteau en position de façon à ce qu'il ne soit pas tendu au niveau des ressorts, jusque-là, il n'y a pas de souci. Par contre, vous oubliez tous une chose, c'est l'extracteur. L'extracteur, le ressort d'extracteur, notamment par exemple sur un AK-47 et sur des AR-15, il va rester constamment en pression. Donc, vous allez obligatoirement avoir une usure prématurée de votre extracteur, ce qui peut vous amener par la suite à des problèmes d'extraction, donc aussi des problèmes d'éjection. Donc, et ça a été remarqué à plusieurs reprises, généralement, c'est dû à ça. Donc, la meilleure solution, c'est de ne pas utiliser de cartouche de manipulation, sauf si vous voulez faire des tests de fonctionnement par rapport à votre éjection, à votre extraction, etc. Là, oui, mais les stocker avec une munition chambrée de manipulation, moi, je vous dis non, puisque en fait, vous avez ces deux parties qui sont constamment en pression et vous risquez d'avoir des usures prématurées au niveau des ressorts et d'avoir des problèmes par la suite. Ça ne se fera pas tout de suite, mais ça se fera tôt ou tard. C'est d'ailleurs pour ça que sur un véhicule, on change les ressorts d'amortisseur. Hein, c'est pas au mécano que je vais l'apprendre. Donc voilà, c'est le même principe, pour faire simple. Hein. C'est une image, bien évidemment. Alors, pour en revenir à notre vernis Caron, il existe en deux versions sur commande. Il existe en FDE sur commande et en noir. Donc malheureusement, il n'existe pas en vert. D'après mes sources, il n'existe pas en vert. C'est bien dommage parce que moi, j'aime bien mon RNL CR223 en vert. Donc je le trouve très joli comme ça en vert allemand. C'est magnifique. Après, ça plaît ou ça plaît pas. C'est chacun ses goûts. Donc là, nous avons la version traditionnelle, donc noire. Il est équipé d'une LPVO, donc Vortex, qui se respecte en 1.6, comme j'avais préconisé dans mes vidéos. Donc, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a suivi mes vidéos, qui a respecté un petit peu ce que je lui avais dit. Donc, il y a encore d'autres modifications qui sont faites. Il y a un levier d'armement qui est à changer, puisqu'en fait, là, nous avons un levier d'armement qui n'est pas ambidextre, alors que, donc là, c'est encore la petite chose qui me plaît moyen, c'est que nous avons une sûreté sélecteur ambidextre et nous n'avons pas le levier d'armement qui est ambidextre. Donc, à un moment donné, c'est où on fait tout ambidextre ou on ne fait pas tout ambidextre. Et un L, ça coûte très cher, puisqu'en fait, vous êtes obligé d'avoir le levier d'armement de chez Anel, puisqu'en fait, il n'est pas du tout aux normes MISPEC. Pareil pour ce qui concerne le sélecteur de tir. Vous pouvez en mettre un MISPEC si vous changez la détente. Mais si vous ne changez pas la détente, vous êtes obligé de passer par une marque et Anel, leur propre marque, chose que j'avais faite sur le mien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Anel, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il n'a pas été du tout ambidextre. Ils n'ont pas fait moitié-moitié. Donc, il n'est pas ambidextre, il n'est pas ambidextre. Donc, c'est à vous de faire les changements. Donc, c'est un argument commercial pour pouvoir vendre d'autres produits à côté, bien évidemment, ça va de soi. Mais là, je comprends pas trop. On est semi-ambidextre, en fait, la sûreté est ambidextre et pas le levier d'armement. Cherchez l'erreur. Donc là, déjà, il y a souci. Nous sommes sur un cache-flamme, donc A2. Vous avez ici un réducteur de son Vortex qui fonctionne très très bien. Donc, qui est pour moi dans de très bonnes dimensions. On est moyennement encombrant. Ça fonctionne très très bien. À utiliser bien évidemment avec de la munition subsonique. Alors, petit problème avec le vernis 40. Déjà qu'il y a des problèmes d'extraction et d'éjection sur certaines armes. Si vous utilisez un modérateur de son avec de la subsonique, à mon avis, vous allez avoir encore d'autres soucis supplémentaires. Petite chose que je voulais vous montrer au niveau de la sécurité et de la sûreté. Donc, ce petit engin hein, que vous mettez à l'intérieur dans l'arme au niveau du puits de chargeur va permettre de verrouiller votre arme avec ce dispositif qui m'a l'air vachement sympathique. J'essaierai de trouver ça quelque part parce que là, franchement, je trouve ça génial. Je viens de découvrir ça il y a quelques minutes et franchement, je trouve ça vachement sympathique et ça fonctionne super bien. Donc voilà les amis pour la petite option que je vous donne. Donc ça, c'est sympathique. En plus, c'est rouge, vous ne pouvez pas le louper. Il y a une clé, ça fait un verrou. Ça évite d'avoir un verrou de ponté. Très très bon petit produit. Donc voilà les amis, je voulais faire un petit peu cette vidéo pour faire la comparaison entre le VCD15 et la même gamme en ANL et d'autres, hein, puisque vous avez d'autres 14.5, hein, HCO, etc., etc. Il n'y a quand même pas photo. Bien qu'on reste sur un système d'empreinte gaz avec un gaz piston sur la ANL, nous sommes sur un veine gazeuse au niveau de vernis Caron. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il ne soit pas passé par un gaz piston. Donc ça, c'est un constat que moi je fais, qu'alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les gaz pistons, ça a des sacrés avantages. Il y a des inconvénients, comme j'ai pu vous l'expliquer dans d'autres vidéos. Certes, il y a des inconvénients, mais si, suivant les situations, on fait le bon choix, soit on prend un gaz piston, soit on prend un veine gazeuse. Bien.
Donc là, par contre, c'est un petit peu déplorable. Ceci dit, est-ce que c'est une mauvaise arme? On va dire oui et non, ça reste français. Maintenant, je ne vais pas cracher dessus, mais il y a encore beaucoup de modifications et d'améliorations à y apporter. Donc j'espère, sincèrement, d'après toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir depuis le lancement du VCD15 par rapport aussi au Covid-19 et d'autres choses, qu'ils vont pouvoir améliorer les choses, parce que là, sincèrement, il faut rétablir le blason et trouver vraiment une solution pour pouvoir faire des armes viables et parfaitement fonctionnelles. Maintenant, une petite parenthèse au niveau du service après-vente. Un possesseur de VCD15 s'est retrouvé justement donc avec ses problèmes d'extraction et ses problèmes d'éjection, a contacté donc Vernet Caron. Il a attendu 9 mois avant de pouvoir récupérer son arme. Dans les 9 mois, bien évidemment, il les a sollicités à plusieurs reprises. Donc 1 mois, 2 mois, allez, on va être gentil, on va dire 3 mois. Je trouve ça à peu près dans les normes. Mais 9 mois, il ne faudrait peut-être pas quand même abuser. Donc là, il y a un souci. Pareil, on en revient au même problème. Quand on vous vend une arme, regardez toujours le service après-vente derrière. Regardez toujours aussi la disponibilité des pièces si ce n'est pas une arme mil-spec. Soyez vachement prudent avec ça. Il y a beaucoup de choses qui sont à savoir. On n'achète pas une arme à feu sans réfléchir comme ça. Si jamais vous avez une casse, et ça je l'avais dit dans une vidéo, sur une pièce quelconque, sur une arme où la société a fait faillite, ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez marron. Vous vous retrouvez marron. Parce qu'en fait, les pièces seront plus fabriquées, il restera peut-être des stocks, mais s'ils sont épuisés, eh ben, vous allez faire comment? Eh ben, vous êtes obligé de, je sais pas, il y a des solutions, mais après il faut les trouver. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à tout ce qui était mi-spec et non mi-spec, vous pouvez avoir des difficultés au niveau des pièces. Hein, je viens de vous l'expliquer. Donc soyez vachement vigilants au niveau de l'achat d'un AR-15 ou toute autre arme à feu. Regardez bien les disponibilités des pièces et surtout le service après-vente. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne AR-15 Nation Tactical. Ciao les amis!